bien, bienvenue à toutes et à tous. Ça y est, on peut commencer. On a eu notre petit jingle rock pour nous réveiller. Il est 11 heures et j'ai le grand plaisir d'animer ce forum dédié à la vente directe. Bienvenue, prenez place. Je suis donc Marie-Laure Eustache et j'anime avec mes complices Pierre Compère et Alain Savary les discussions de ce SIAPRO 2026. Alors toujours le même principe sur ce forum, on échange entre intervenants plus notre expert pendant 45 minutes, vous gardez vos questions et hop, à 11h45 midi, on bascule au Café des Agris. On aura d'ailleurs le plaisir d'être rejoint par André Bonnard, qui est éleveur laitier, qui a créé Ressan, des micro-usines de transformation de lait sur les fermes. J'ai goûté les yaourts, ils sont exceptionnels. Donc André nous rejoindra et puis on pourra discuter, poser des questions. On aura environ 30-45 minutes à passer ensemble et après c'est l'heure du déjeuner. Mais pour l'instant, je demande à me rejoindre et j'ai le grand plaisir de les accueillir, mes intervenants. Christelle Record, agricultrice qui nous vient du Sud-Ouest, fondatrice de l'épicerie d'ici. Venez Christelle, prenez place, bienvenue parmi nous. Vous pouvez allez, on va commencer complètement sur la droite. Je vais vous installer. D'ailleurs, j'ai peut-être trop de chaises, mais c'est pas grave. Nicolas Machard, qui est le CEO et cofondateur de pourdebon.com. Bienvenue Nicolas, prenez place. Merci. Merci Christelle d'aménager la scène. Nicolas Dric, agriculteur en Normandie dans la Manche et fondateur de La Clayette, 10 points de vente urbains de produits paysans. Je suis cliente, donc je ne serai pas très objective, mais je vais essayer quand même de l'être. Mélanie de l'Est, pardon, la ferme d'Arrigade, qui nous vient du Sud-Ouest aussi, des Landes. Bienvenue Mélanie, prenez place. Et je demande à Thierry Baillet de s'asseoir ici, c'est notre œil de l'expert, agri-youtubeur, dans lesbottes.fr. Vous êtes notre grand témoin, vous allez écouter les échanges et après, hop, nous donner votre avis, peut-être aussi réagir aux conseils qui seront donnés par nos intervenants. Je fais un petit peu de pub aussi à ce support qui s'appelle l'Observatoire des tendances agricoles et qui est édité spécialement pour ce SIAPRO 2026. On a d'ailleurs une page qui est consacrée au circuit court vers de nouvelles connexions entre producteurs et consommateurs. Prenez-le, il est distribué sur le salon. Il est surtout téléchargeable sur le site du SIAPRO et vous avez vraiment des avis d'experts très précieux aussi pour compléter nos propos de la matinée. Et bien, sans plus attendre, on va commencer par Mélanie. Mélanie, donc vous avez une très très belle histoire d'entreprise. Hein. Vous êtes avec votre frère Thomas à l'origine de la ferme d'Arrigade, lui plus à la production et vous au magasin, Mélanie. Vous allez nous dire ce que vous faites avec la cacahuète star aussi de votre magasin. Vous allez nous parler un peu de communication aussi puisque c'est le thème de cette conférence. Comment effectivement développer la vente et comment commercialiser. Donc Mélanie, on vous écoute et puis je vais vous poser quelques questions. Ça marche. Merci. Merci déjà pour votre invitation. Donc effectivement, je me présente, je m'appelle Mélanie. Je travaille donc sur la ferme d'Arrigade à Souston. Je suis associée aujourd'hui avec mon frère et mon cousin également. Important. Voilà. On est la 5e génération sur la ferme. Et aujourd'hui, donc la ferme d'Arrigade, c'est en quelques chiffres. Donc on est une vingtaine avec nos salariés. Et on est donc sur une exploitation avec 400 hectares de maïs semences. On a une trentaine d'hectares d'asperges. D'accord. On fait 7000 canards à l'année, donc on les élève. On fait tout, jusqu'à la fin, hein, du champ à la fourchette. On fait également du poulet, de la fraise et de la cacahuète. Et de la cacahuète, plus récemment, mais ça marche très bien. Alors, plus récemment, oui et non. Plus récemment, oui, puisqu'on a vraiment, là, depuis quelques années, développé la cacahuète au niveau de la communication et de la commercialisation. D'accord. Mais par contre, la cacahuète, c'est une histoire de cœur et de famille, puisque c'est mon grand-père, en fait, dans les années 50, qui a installé les cacahuètes sur la ferme. Incroyable. Mais je crois que votre frère continue à se former à la culture de la cacahuète. Il est allé aux États-Unis. Oui, tout à fait. Donc, papy, quand il a commencé, c'était juste dans son jardin. Voilà. Dans les années 90, on a eu la chance d'avoir une superbe rencontre, Nicolas Cormouls, de la société Mengis à Mazamé. D'accord. Voilà. Qui en fait est venu... fabrique du beurre de cacahuète, c'est ça? Entre autres, oui, la noix de cajou, la noix de macadamia. Enfin, il fait beaucoup d'olives également. Ok. Et donc en fait, il est venu dans les années 90 sur la ferme et
il nous a permis en fait de passer des simples rangs dans le jardin de papy à plein champ et mécanisé. D'accord. Donc on a été vraiment pour le coup les premiers à faire de la cacahuète plein champ et mécanisé. Pas les premières à produire de la cacahuète, puisque la cacahuète ça date des années 1800 dans les Landes, faut savoir. Ah bah donc là, on n'est pas du tout les premiers. Mais par contre on est les premiers à la faire mécanisée et plein champ. C'est loin d'être exotique, mais par contre c'était pas encore vraiment industrialisé entre guillemets. Oui, enfin, tout à fait. Et après donc voilà, depuis les années 90 avec mon père et mes oncles, on a continué, on a perduré et aujourd'hui effectivement le petit roi de la cacahuète sur la ferme c'est mon frère, c'est Thomas, qui vraiment c'est une culture qui lui tient énormément à cœur et qu'il a envie vraiment de développer. Il est un peu seul à faire ça puisqu'il n'y a pas beaucoup de producteurs. D'accord. Donc c'est vrai que voilà, il cherche tous les ans à faire évoluer la culture, à essayer de trouver un nouveau produit, à essayer de faire vivre ça. Et donc effectivement l'année dernière, il a fini au Texas. Voilà, il a eu cette chance de pouvoir aller au Texas et rencontrer Jeffrey. Voilà, un autre agriculteur. Exactement. Ah oui, producteur, qui lui est à 6000 hectares de cacahuètes. D'accord. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Ok. Et alors justement, de la culture familiale, vous êtes passé à presque une marque en fait. Vous avez votre. Je suis désolée, je suis un peu focus sur la cacahuète, mais c'est assez emblématique aussi d'un succès. Puis ça porte aussi votre ferme, ça doit attirer aussi des visiteurs. Cette cacahuète, elle finit comment? Donc en beurre de cacahuète? Alors la cacahuète, est-ce que vous savez comment ça pousse? Alors, redites-moi, mais j'ai vu des plans par contre. Ça ressemble un peu à la pomme de terre. Est-ce que vous savez comment ça pousse? Alors, dites-nous. Donc ça pousse en terre. Comme la pomme de terre? Oui, et un peu non, parce qu'en fait, vous semez la graine, avril-mai à peu près, avec un semoir à maïs. Au bout d'un mois, vous avez une petite fleur jaune qui pousse. Et cette fleur jaune, en fait, va s'auto-féconder la nuit, fleur fermée. Une fois qu'elle s'est auto-fécondée, à la base de la fleur, il y a une tige qu'on appelle un gynophore et qui repart en terre et qui crée la cacahuète. Ah oui. Dans leur écosse, là, exactement. On la connaît. Nous, la particularité de notre cacahuète, c'est la variété, la Valencia. C'est une des plus vieilles variétés et qui aujourd'hui est hyper propice. Voilà, elle se plaît énormément dans le sol des Landes. C'est fantastique parce qu'en plus on peut donc en faire du beurre, on peut l'accommoder. Vous avez envie de faire plein de choses avec cette cacahuète, pour les consommateurs, pour les acheteurs. Cacahuète, vous la mangez de l'apéro au dessert. C'est ça. Voilà. C'est ça. D'accord. Donc on la trouve sous toutes ces formes-là à la ferme. On la trouve sous toutes ces formes. On a eu la chance après de s'associer avec un chocolatier puisque donc après les années 90, on a fait évoluer la culture. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a un magasin sur la ferme et avec nos différentes productions, dont le canard, on a une conserverie sur la ferme. On a dédié en fait 3 pièces qui sont dédiées pour la cacahuèterie, puisqu'aujourd'hui on a mis une petite marque. La cacahuèterie, voilà, où on transforme tout en fait. Donc vous allez retrouver le beurre de cacahuète, les chouchous caramel, la pâte à tartiner, la pâte 100% cacahuète, le cassoulet à la cacahuète. Ah bah alors ça. Voilà. ça intrigue Nicolas. Ouais. Non, la Valencia est une variété assez. C'est la moins grasse. Alors je dis pas que c'est pas gras, parce qu'on fait de l'huile avec la cacahuète, donc ce serait mentir. Mais elle est pas très grasse. Et après là, la cacahuète, c'est une légumineuse, donc du coup, on la fait cuire à la stérilisation, mais elle est crue. On la grille pas. Donc elle est vraiment, elle remplace le haricot, c'est un petit goût de pois cassé en fait. Mais il y a des idées reçues sur la cacahuète. Vous avez même eu un article dans Elle où la ferme d'Arrigade est citée, puisqu'il y a eu une page entière sur la cacahuète en disant mesdames, vous pouvez y aller parce que c'est pas si calorique que ça, c'est plein de bonnes choses et c'est un super aliment. Après pour les sportifs comme moi, c'est super. Je rigole. Non, la cacahuète aussi, c'est une graine qui apporte beaucoup aussi. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui on va développer, on a un apiculteur dans les Landes, là à Souston, Laurent Lacazenave, qui lui va faire un granola et un snacking protéiné avec la cacahuète. Après, il y a tellement de choses à faire. Je n'en doute pas. Et justement, ça doit booster aussi, parce qu'il faut revenir aussi à notre sujet. On pourrait parler de cacahuètes pendant 1 heure et en plus vous donner faim. Non, mais c'est moi aussi qui. Mais vous avez cette boutique de producteurs. Dites-nous
racontez-nous comment vous l'avez développé au fil des années, la communication que vous voulez lancer. Justement, vous parliez des chocolatiers, tous ces partenaires en fait de votre boutique. Au tout départ, donc la boutique était toute petite. Il y avait donc uniquement nos produits, canards, asperges et cacahuètes. Depuis 2020, il y a eu un petit Covid qui est passé par là. On s'ennuyait et du coup, on a décidé d'agrandir la boutique. Je voulais vraiment, j'ai dit aux garçons, donc à mon frère et mon cousin, je leur ai dit le magasin, voilà, il faut qu'on apporte autre chose, parce qu'on a nos clients qui viennent, on a des clients habituels qui vont venir pour la saison des asperges, d'autres qui vont venir pour Noël. Oui, mais en fait, l'objectif, c'est de les faire venir à l'année, en fait. Et oui, venir et revenir. Exactement, venir et revenir. Donc j'ai dit aux garçons, pourquoi pas faire comme notre propre magasin de producteurs. Donc, du coup, on s'est retrouvés à proposer à des agriculteurs landais, parce qu'après, je suis chauvine. Et donc, je pars du principe qu'on a un très beau département. Écosystème, un beau terroir. Un très, très beau département. Il y a beaucoup de produits, il y a une belle richesse en gastronomie et autres. Donc, on s'est retrouvés avec des agriculteurs des Landes. D'accord. Donc, il y a un producteur de porc noir, on a 2 producteurs de vin Armagnac. Ok. Des yaourts. De quoi se faire un menu complet, là. Exactement. Plus le goûter. On peut parler un peu chiffres, Mélanie. Bon, c'est dans le chiffre d'affaires total de l'exploitation, la boutique compte énormément. Bon, après, on est structuré en plusieurs sociétés, mais c'est vrai que chaque année, on a notre chiffre d'affaires effectivement qui évolue. Et qui augmente, j'espère. Et qui augmente, oui, tout à fait. Mais après, c'est vrai que on est toujours en recherche de nouveautés. Moi, après, pour la petite anecdote, je viens du monde agricole par ma famille et autres, mais je n'ai pas du tout fait mes études là-dedans. Ok. Donc, je sors d'une école de commerce. Ah bah, ça peut être utile. Donc, voilà, exactement. On est complémentaires avec les garçons. Donc, c'est vrai que j'essaie d'apporter avec les filles. Il y a ma petite cousine qui est là, Laura, qui est avec moi sur la boutique. On essaie d'apporter aussi une petite touche sur la communication, sur les réseaux. Laura apporte énormément. Parce que, moi, mine de rien, à 40 ans, je commence à être perdue un peu sur tout ça. Donc, elle apporte vraiment sa pierre à l'édifice. Il y a un compte Instagram, la ferme Garrigade. Compte Instagram, compte Facebook. Voilà. Site internet aussi, excusez-moi. Site internet aussi, bien sûr. On peut commander vos produits sur le site internet. Tout à fait. D'accord. Et après, on essaie d'organiser, ça c'est mon côté événementiel d'avant, mais on essaie d'organiser des événements sur la ferme. Là, le prochain, ce sera l'omelette party pendant la saison des asperges. Très bien. Où on fait découvrir aux gens l'omelette aux asperges, parce qu'il y en a plein qui ne connaissent pas. Je ne connais pas. Entre le cassoulet cacahuète et l'omelette aux asperges, c'est noté. C'est la tradition dans les Landes, l'omelette aux asperges. Bon, écoutez, je viendrai vous voir. Il paraît qu'il y a une très belle fresque. Je vais terminer là-dessus, puis je vous redonnerai la parole. Mais une très belle fresque qui raconte l'histoire de la ferme. Oui, tout à fait. Quand on a créé la boutique, donc, comme je vous ai dit, c'était l'année du Covid. Et un copain à nous qui est peintre, Rémi Bertoche, et qui était sur les bancs de l'école avec ma grande sœur, lui s'ennuyait puisqu'il a eu beaucoup d'événements qui ont été annulés et il s'est retrouvé donc sans rien. Et il est venu nous voir en nous disant moi, si vous voulez, je pourrais vous dessiner quelque chose. On lui dit oui, on adorerait avoir une fresque qui retrace toute l'histoire de la ferme. Donc notre boutique, elle est unique là-dessus parce que c'est vraiment des moments clés et phares de notre histoire de la famille. Peint sur les murs de la boutique. Peint sur les murs. Ah oui, là maintenant il faut qu'on pousse les murs pour mettre la 6e génération. mais oui, c'est super. Maintenant, là, tous les matins, quand je rentre dans la boutique, je me dis, si on l'avait pas au mur... ça ferait vide en fait. C'est super, super. Ouais. Voilà une communication aussi qui peut être, c'est aussi Instagrammable. Je suis sûre qu'on se prend en photo devant le. Bon, merci beaucoup Mélanie. Merci. Je vois que l'heure tourne. Je dois aussi laisser la parole à nos 3 autres intervenants et puis on continue tout à l'heure au Café des Agris. Donc je suis sûre que vous aurez des questions. Je me tourne vers vous, Christelle Record. Mélanie parlait du Covid, de cet avant-après. C'est vraiment ce que vous avez vécu, vous, Mélanie. Et puis ça vous a donné l'impulsion et l'envie de créer votre propre. Alors c'est une roulotte en l'occurrence de producteurs. Racontez-nous comment tout a commencé et puis on va parler chiffres aussi sans problème. Bienvenue. Oui, alors avant tout je suis éleveuse, donc je garde les pieds sur terre et je suis toujours éleveuse aujourd'hui. Et vous y tenez hein. J'y tiens. Et c'est ce qui me rapproche toujours à notre travail. Donc je suis éleveuse, je fais du veau sous la mer qui était vendu exclusivement à Rungis et maintenant il est vendu dans mes magasins directement.
Et donc, à la veille du Covid, on a eu les fermetures des marchés chez nous. Et donc, j'ai mis en place un drive sur la ferme. Je vais aller assez vite parce que c'est long sinon. J'ai mis un drive sur la ferme en place qui a de suite amené 40 producteurs et on avait à peu près 220 commandes de semaine. Et on fermait les commandes parce qu'on n'y connaissait rien du tout. Hein. On s'est lancé là-dedans. On était hors norme de tout, quoi. Mais c'était une période hors norme, hein. Je pense que voilà. Mais ça a super bien marché pendant 2 mois. C'était bénévole et solidaire. Tout a été reversé aux producteurs. D'accord. Et donc voilà, ça s'est super bien passé. On a bien fédéré. Mais donc ça s'est arrêté le 9 mai 2021. Et là, en 2 heures, on avait fait 10 000 euros. Et là, je me suis dit quand même, il y a un truc, il y a un truc à faire. Voilà. Donc on a posé un petit peu parce que je crois que j'ai aussi peu dormi de ma vie que pendant ces 2 mois. Parce qu'il y avait la ferme et tout à Bien gérer. Sûr, l'élevage, c'est pas rien. On recevait des commandes à l'après-vert par mail. Donc vous imaginez, sur une 60aine de produits, c'était folklorique. Donc voilà, donc après j'ai décidé de faire un magasin et pour aller vite là aussi, faire un magasin, j'avais déjà fait beaucoup de projets chez moi, comme un jardin ouvert à la cueillette, etc. Mais c'était toujours à la ferme et à la ferme c'est 200 mètres de la route départementale passante qui relie Andorre et Tarbes. Et ça c'est une vraie chance d'avoir cet emplacement. C'est une vraie chance mais il faut... En fait, moi j'ai pas fait d'études du tout de là-dedans. Et donc, pour moi, il fallait faire le magasin à la ferme et en haut. Et heureusement que j'ai un ami qui m'a dit, mais si tu fais quelque chose, il faut le faire en bas avec un parking et qu'on puisse se garer pour revenir. Et bien sûr. Donc, j'ai commencé par ça sans savoir ce que j'allais faire. J'ai fait un parking et j'ai attendu. Et c'est venu tout doucement. Donc, je suis allée faire des foins à Bolou sur ma commune, chez un gars qui fait du miel et son fils fait des roulottes. Il construit des roulottes. Et ce jour-là, il venait d'en terminer une. Il m'a dit, viens la visiter. Elle était toute petite. Donc, j'ai eu juste besoin d'ouvrir. Parlez bien avec le micro sur le menton. J'ai eu juste besoin d'ouvrir les portes. Et je lui ai dit, c'est ça qu'il faut que tu me fasses un magasin là dans une roulotte. Donc, je passe vite et on est tombé d'accord. Il a dessiné la roulotte. J'ai trouvé un châssis agricole qu'il a partagé, agrandi. La roulotte, aujourd'hui, elle fait 20 mètres carrés. Elle est installée donc depuis 4 ans. D'accord. En quelques chiffres, donc 20 mètres carrés. J'ai développé à l'extérieur un caveau à légumes, c'est quelque chose de souterrain où je stocke les légumes qui fait 16 mètres carrés. D'accord. On est à 152 producteurs aujourd'hui, on est à 1850 références sur l'année et on a un chiffre d'affaires croissant. En 2024, on était à 550 000 euros et en 2025 à 650 000 euros. Bravo, on peut vous applaudir parce que franchement, vous partiez de la page blanche, donc c'est vraiment... C'est vrai que c'est une fierté parce que c'est vraiment un milieu rural. La roulotte, elle est plantée en bord de route, certes, mais au milieu de nulle part. Il n'y a rien à 10 km autour. Donc l'objectif, c'était de fédérer le local. Ce n'était pas que pour le passage, vraiment. Oui. Et après, on a eu la chance aussi de déposer un dossier pour être meilleure épicerie de France. Oui. Donc, et vous l'avez eu en 2024. Et je l'ai eu en 2024. Cette distinction. Voilà. Ouais. Et là, c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses, surtout pour le touriste. Où là, oui, parce qu'on peut le mettre en avant comme un label. C'est quoi les critères pour être meilleur Il y a le premier critère, c'est le chiffre d'affaires croissant. D'accord. Le côté social, le côté création d'emplois et le côté diversité de produits. Donc il faut savoir que je l'avais présenté 2 ans avant et que le président du jury, c'est pas le président du jury, c'est le président des épiciers de France avait dit laissez tomber, ça ne marchera jamais. C'était un homme qui a dit ça. 2 ans après, c'est lui-même qui me l'a dit 2 ans après quand il m'a remis le prix. Ah là là. Et ils étaient vraiment époustouflés par les chiffres. Ça fait sourire Nicolas. Et depuis, j'en ai créé un second, mais en ville du coup. Ouais. Beaucoup et plus à grand. Foix, deuxième boutique. Voilà, deuxième boutique qui a ouvert le 1er décembre. Qui a ouvert récemment. Et qui a cartonné à l'ouverture, qui continue. Mais écoutez, c'est des magasins avant tout libres, engagés. Et ça, j'y tiens beaucoup. On fait vraiment ce qu'on veut, on rémunère les producteurs comme on veut et on ne négocie aucun prix.
D'accord. Voilà, et on essaye d'accompagner les gens qui s'installent. Et parfois même, je calcule leur prix de vente. Ah là là. Donc, non, mais vraiment, bravo pour cette démarche qui a rencontré son public et ses publics. Une question, parce que justement, on a envie de... Vous m'avez donné des conseils en préparant. Vous m'avez dit, voilà, il y a vraiment des choses que je voudrais transmettre. Il y a des principes à avoir. Voilà, je vous laisse les énumérer. Vous m'avez dit, le produit local, vertueux, ça c'est important. Oui, en fait, un magasin aujourd'hui, aujourd'hui et hier, hein, mais si on veut qu'il marche, il n'y a pas 50 solutions. C'est avoir le produit. Bon, nous, là, c'est assez vertueux chez nous en France, chez nous en Ariège. Donc ça, les produits, légumes, fromage, on a tout. Tout. D'accord. Tout pour faire ton panier pour la semaine. Donc c'est facile. Il y a tout. Bon, premier conseil à ceux qui veulent se lancer, parce que c'est avoir le le bon sujet de la produit. conférence, avoir le bon produit. Le deuxième, après, j'invente rien. Hein, non, mais c'est bien de les hein. rappeler, ces principes. Pour moi, c'est l'accueil. L'accueil. Le troisième, c'est les heures d'ouverture. Nous, on est ouvert tous les jours de l'année, 9h, 19h et 20h l'été. 9h... On ne calcule pas. 9h, si 19h, le matin, l'après-midi. Il y a toujours quelqu'un. Entre midi et deux, une coupure. C'est très... je crois que ça prime vraiment sur le Il faut être clients, là, quoi. Il faut être là quand le client vient. Je me permets juste, excusez-moi, vous êtes ouvert de quelle heure à quelle heure, Mélanie, votre boutique? Vous fermez entre midi et deux? Mais sinon, d'accord, ok. Et vous fermez le dimanche. Et vous êtes ouvert le dimanche? Non, c'est ouvert tous les jours de l'année. Vous tenez, voilà, bravo. Juste pour dire, pour le dimanche, quand j'ai démarré, je faisais 100 €. Et 100 € dans la journée, je peux vous dire que c'est long. Et aujourd'hui, on est le seul magasin ouvert le dimanche et on fait dans les 2500 € le dimanche. Mais ça ne m'étonne pas, vous devez rendre des services aussi ce jour-là. Après, il y a le côté social qui est très important pour moi et très important pour la population, où jusqu'au 20, vous avez une population et à partir du 20, vous en avez une autre. C'est intéressant ça, effectivement, selon le pouvoir d'achat des clients. Qui arrive, qui a plus d'argent sur le compte, qui habituellement fait ses courses en grande surface et qui là peut marquer. D'accord. Ils payent toujours à la fin du mois, sans problème. Ouais. Alors on pourrait se dire, on ne va pas les servir, ils viennent que là pour profiter. Mais tout doucement, ils prennent un truc, deux trucs, et après ils reviennent dans le mois. Bien sûr. Parce que derrière, il y a toute une acculturation quand même. Moi, j'aime bien expliquer pourquoi je fais ça, pourquoi il faut manger local, quel est l'intérêt de faire vivre cette économie, etc. Donc, on n'est pas là que pour vendre le produit. Bien sûr. C'est business, oui, c'est une entreprise. Mais à côté de ça, on joue un rôle essentiel, je pense, pour toute cette économie tout à fait. Locale. Ces agrimangeurs qui viennent vous voir, ces agrimangeurs du pays. Je vous reprends dans les conseils. Donc, le produit local et vertueux, l'accueil, le service, 9h-19h, un stock à avoir. Très important, ça, pour les agriculteurs et agricultrices qui voudraient se lancer. Aujourd'hui, quelle que soit l'entreprise qu'on veut faire travailler, il n'y a pas de stock. Moi, je vois mon électricien, il lui faut une prise et un bout de fil. Il fait 10 km pour aller le chercher, quoi. Il n'en a même pas dans sa voiture. Et le stock, aujourd'hui, pour un magasin comme ça, je pense que c'est aussi un des éléments primordiaux, parce que quand le client y vient, il veut avoir toujours ses produits. Il ne faut pas trouver de rayon vide, il faut que ça soit toujours plein. Et surtout, le produit va manquer une fois, deux fois, mais le troisième, il ne revient bien plus. Sûr, le client Après, je ne parle pas du produit de saison, où on sait expliquer pourquoi il n'est pas là. Tout à fait. Mais le stock, j'ai fait un tour de France en vélo là, pour faire le tour des épiceries, et la moyenne du stock, c'est 10 000 €. Quoi. Moi, c'est 70 000 €. Le stock, c'est important. Quoi. Et là, d'ailleurs, on vient d'ouvrir le deuxième magasin. On n'a même pas eu besoin de faire du stock. On a piqué dans le premier. Mais pour dire, c'est très, très important. Pour moi, c'est important. Très bien. Alors, le comptable vous dira que non, par rapport à l'économie et tout. Mais moi, il me semble qu'avant tout, il faut satisfaire les gens qui viennent. D'accord. Et ça passe par là. Sinon, ils ne reviennent pas. Ça participe de ce que vous disiez juste avant. Je vois que l'heure tourne. Je vais sur le dernier principe que vous m'avez donné, la diversité des produits. Mais oui, c'est ce que je disais. On peut remplir son panier quand on vient à la roulotte, et c'est important. S'il faut qu'on commence à aller chercher le pain ou le lait ailleurs, ça marche pas, quoi. Le circuit court, il a jamais marché pour ça. C'est parce que ça, on le fait en vacances parce qu'on a le temps. Mais il faut un endroit où on trouve tout au même endroit. D'accord. Mais écoutez, merci beaucoup Christelle, et je suis sûre que vous aurez des questions tout à l'heure au Café des Agris. Je me tourne vers Nicolas Machard qui vous écoutait attentivement. Alors vous, c'est 830 producteurs sur la plateforme pour de bon. Hein. Vous avez le tablier, on voit le logo. Vous êtes d'accord avec les conseils de Christelle, puis vous pouvez vous présenter la plateforme aussi mieux que moi sans doute. Alors Nicolas. Je suis d'accord, c'est le monde physique que je connais plutôt mal.
puisque moi je suis dans le monde digital. Donc, je suis Nicolas Machard, je suis le cofondateur de la plateforme pourdebon.com, qui est aujourd'hui, je dirais, le plus grand marché de petits producteurs en ligne. Donc avec 800 producteurs référencés, ça représente 31 000 produits. Donc on est un petit peu au-dessus d'une boutique physique, c'est l'avantage du digital. On vous a dit que ça ne marcherait pas il y a 10 ans aussi? Oui, on m'a dit que ça ne marchait pas. J'ai eu une précédente vie dans le voyage, on m'avait dit que vendre des voyages en ligne, ça ne marcherait pas non plus. Vous voyez, on en est. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est au début effectivement de la vente de produits alimentaires en ligne. Donc pour de bon, aujourd'hui on fait 3 métiers. Le premier métier, c'est de sélectionner des producteurs de qualité. On défend vraiment des agriculteurs qui sont inscrits dans une logique de durabilité, de respect de l'environnement, de respect de l'animal. On est là aussi pour faire valoir en fait l'énorme diversité des produits de nos terroirs. Donc ce premier métier, c'est vraiment la sélection. Le deuxième métier qu'on fait, c'est très simple. C'est le métier que je porte depuis maintenant 25 ans. C'est artisan du digital. On digitalise les circuits courts. Donc on accompagne les producteurs, les agriculteurs dans la vente en ligne. Donc on leur crée leur boutique en ligne. Et au-delà de la boutique en ligne, on va aussi les faire rayonner sur nos réseaux sociaux. Aujourd'hui, après 9 ans d'activité, on a plus de 200 000 personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, entre Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, etc. Voilà, et on a plus de 200 000 clients aussi en base, donc qu'on adresse assez régulièrement. Et le troisième métier qu'on fait, tout simplement, c'est la logistique. Donc on permet, c'est nous qui envoyons un livreur collecter les produits à la ferme ou sur l'exploitation agricole et qui suivons l'acheminement des colis jusqu'à la livraison remise en main propre, dans le respect de la chaîne du froid bien sûr, avec notre prestataire qui est Chronofresh, que sans doute certains d'entre vous connaissez, parce qu'ils sont un peu les seuls sur ce marché. Service de la Poste? Voilà, service de la Poste, effectivement. Voilà, donc d'ailleurs je suis sur le stand de la Poste pour le moment. Voilà, et donc effectivement, j'ai monté la plateforme il y a 9 ans, aux côtés de Chronopost quand il se lançait avec Chronofresh. Et voilà, sans raconter toute l'histoire, après le confinement, c'est assez naturellement que le groupe La Poste a voulu reprendre l'intégralité du capital de Pour de Bon. Donc depuis 2 ans, je suis filiale à 100% du groupe La Poste. Voilà. Très bien, merci pour la présentation. Alors si on se met à la place de nos producteurs, nos agriculteurs qui voudraient être référencés chez vous, donc on a compris vos critères, mais vous êtes d'accord aussi avec ce que disait Christelle sur ces qualités-là quand on veut se lancer? Oui, alors ce qui varie un petit peu chez Pour de Bon, nous on insiste vraiment beaucoup à ce que les producteurs prêtent beaucoup d'attention au service et au contenu aussi, donc au visuel. Donc quand un producteur nous propose des produits, on va être très vigilant sur la qualité des photos, on va être très vigilant sur la qualité des descriptifs. Sur Pour de Bon, on met avant tout en valeur la transparence et l'authenticité des produits. Donc il faut que ça transpire sur les fiches produits, il faut qu'on comprenne comment si c'est du veau élevé sous la vache, comment est-ce qu'il a été élevé, où est-ce que le veau a été abattu et dans quelles conditions en fait il a été élevé. Bref, donc tout ça c'est important, c'est le contenu, c'est travailler donc sur la qualité de son contenu. D'accord. Et donner envie, exactement, parce que autant quand on a une boutique physique, c'est de l'achalandage, c'est du bon sens aussi, on essaie d'en mettre plein les papilles. Sur Internet, c'est pareil, ça va vite. Bien sûr. En plus de ça, quand on met des visuels sur Pour de Bon, nous on achète beaucoup de trafic sur Google et Google Shopping. Si vous avez des jolis visuels, donc quand vous tapez, je sais pas, côte de bœuf d'Angus, l'éleveur d'Angus, il a intérêt à avoir mis des jolis visuels puisque vous allez sortir beaucoup plus naturellement sur Google et les visiteurs seront plus enclins à cliquer sur vos visuels. Bien sûr. Donc le contenu, c'est très important. Ensuite, c'est la qualité des emballages aussi. Ça, c'est très important parce qu'il n'y a rien de plus déceptif de commander un colis de fruits et légumes qui arrive complètement explosé. Et ça arrive, malheureusement. Chronofresh n'est pas réputé pour être le livreur le plus délicat avec les produits, mais c'est normal parce qu'ils font de l'express. Oui. Et donc, du coup, il faut savoir emballer. Donc, nous, on accompagne les producteurs pour leur expliquer pour leur expliquer comment emballer. D'ailleurs, à la première expédition d'un de nos producteurs, on lui demande de nous envoyer une photo de son colis pour s'assurer qu'il a bien envoyé. Oui, d'accord. Supervisé. Et ensuite, bien sûr, être prompt et répondre aux questions, parce que souvent les clients posent des questions aux producteurs. Il faut que le producteur réponde assez rapidement. Et je finirai par une dernière chose. Il faut que le producteur puisse aussi expédier le plus de fois possible dans la semaine. D'accord. Alors je sais très bien qu'on a beaucoup de producteurs qui sont très occupés à élever, à cultiver, mais généralement on attend au moins 2 ou 3 jours d'expédition possible par semaine, ce qui maximise en fait les chances pour le producteur d'avoir des commandes. D'accord, très bien. Juste, je voulais revenir là-dessus et dire qu'en fait le client aujourd'hui, il veut un produit, mais il veut surtout l'histoire du produit. Complètement. Et c'est à nous à la raconter, nous qui sommes dans ces réseaux-là.
Et ça, c'est vraiment important. Et c'est effectivement le positionnement de base que j'avais avec Pour de Bon, c'était de raconter ces histoires. Et d'ailleurs, si vous allez sur Pour de Bon, vous verrez qu'on a une navigation sur le site qui se fait par producteur et non pas par produit par défaut. C'est-à-dire qu'avant tout, c'est l'homme, c'est l'humain qu'on met en avant le produit. Même si on offre aussi une possibilité de naviguer sur le site par produit, parce que, bon, bien sûr, on a l'habitude de choisir des produits, de naviguer par produit, mais par défaut, c'est par producteur. Donc, on a ces étals en fonction. Donc, si vous allez sur viande, vous allez voir les éleveurs de viande, de volaille, etc. Si vous allez sur les produits de la mer, vous allez voir les pêcheurs. Voilà. On a aussi quelques artisans. Bon, mais... Très bien. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Et on pourra développer aussi tout à l'heure, on parlera peut-être de profil de votre clientèle, puisque Christelle aussi nous a amené sur ces sujets. Je me tourne vers vous, Nicolas. Merci beaucoup, Nicolas Machard. Un autre Nicolas qui prend la parole, Nicolas Dric, originaire de la baie de Somme. Voilà comment vous présentez sur le site de La Clayette. J'ai grandi dans les cajots des bons produits du terroir, cultivés par les agriculteurs du village. Et il était difficile de trouver ces cajots partout. Je me suis lancé le défi de rendre ces produits locaux accessibles en ville et à la campagne, et La Clayette vit le jour. Et quel succès! Bravo, Nicolas, parce que voilà, vous êtes éleveur et en plus vous avez le temps de développer. Je vous ai fait rire quand je vous ai parlé de la marque La Clayette. C'est peut-être un petit peu prématuré, mais moi je le perçois comme ça, parce que cliente des villes, voilà, je vois le kiosque à journaux qui a été réaménagé en kiosque de produits paysans, et on voit que les gens viennent s'approvisionner. Vous avez aujourd'hui 10 points de vente. Le dernier ouvert, c'est à la Garenne-Colombe, dans le 92. C'est ça? C'est aussi un succès, Nicolas? Oui, écoutez, on est hyper contents. J'ai entendu tout à l'heure et ça m'a fait rire parce qu'on a parlé de pratique. Tout à l'heure, on a dit qu'il fallait que les clients trouvent le pain, le lait, etc. au même endroit. Nous, en fait, le défi qu'on se donne, c'est de rendre les produits en circuit court plus accessibles qu'au supermarché. Et je vous confirme que ça marche. Voilà. On a des clients qui viennent faire leurs courses avec leurs AirPods en visioconférence et ils viennent acheter leurs œufs. En fait, nous, notre concept, c'est de transformer les kiosques à journaux, qui ferment parce qu'ils sont plus fréquentés, en distributeurs automatiques de fruits et légumes en circuit court. Et il y a aussi de la viande, il y a des œufs, il y a des soupes. Il y a un petit peu, voilà, et tout est produits de fermiers, saison. quoi. Voilà, produits fermiers avec les récits aussi. On voit les producteurs. Il y a du bio, il n'y a pas que du bio. Et vous racontez aussi ces histoires, comme disait Christelle, Nicolas, par des visuels aussi. Voilà, c'est ça. alors, moi, pour rebondir un peu sur tout ce qui a été dit, je trouve que le côté pratique est hyper important. Nous, le côté pratique, c'est ouvert tous les jours de 6h à 22h30. Bon, on en dit distributeur automatique, donc la roulotte, ce serait compliqué. Mais voilà, c'est le côté hyper pratique. Et puis, le fait de pouvoir venir et avoir ces produits forcément en stock, parce que si on vient et qu'il n'y en a plus, on ne va pas être content. Et donc, vraiment de manière hyper pratique, en moins de 30 secondes, les courses sont faites. Mais comment vous fonctionnez? Vous avez une équipe qui fait des rotations, moi je les vois, avec les camions qui rechargent, par exemple, le vendredi, le kiosque de Puteaux, là où j'habite. Oui. Le vendredi, ça y est, c'est rechargé, c'est plein, c'est parti pour le week-end. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a beau parler de circuit court, etc. J'ai fait plusieurs études. Ce que cherche le client en 1, c'est la qualité et la fraîcheur. Vous pouvez faire du circuit court, si c'est pas bon, les gens viendront plus. Donc, nous, on fait hyper attention sur le métier de sélection à vraiment avoir... Enfin, moi, j'ai beau être agriculteur et produire de la viande, si ma viande n'est pas bonne, autant la vendre chez Charal, quoi. Mais non, mais c'est vrai. Donc, d'ailleurs, c'est ce que je fais. Les bêtes qui sont moins bonnes, elles partent en grande distribution. C'est ma sélection, et tous les éleveurs font ça. Hein. Bon. Quand vous faites du circuit court, les meilleurs partent en caissette et puis les moins bonnes partent donc il faut bien aller en circuit court, alors si on veut manger de la bonne viande. Mais après, c'est ce que la grande distrib, ils veulent du prix. On ne peut pas avoir du prix et de la qualité. À un moment, voilà. C'est un autre débat. Voilà. Donc, moi, c'est vraiment le côté sélection, fraîcheur, et c'est pour ça que tous nos points de vente sont réapprovisionnés une fois par jour. Une fois par jour au minimum pour avoir de la qualité. Quand on a des fraises, les fraises sont cueillies de la veille. Et les gens les conservent une semaine. Donc ils ont beau les payer 10% plus cher parce qu'on rémunère au juste prix le producteur. Oui. En fait, ils ont le pendant sur la qualité et la fraîcheur. Tout à fait. Les 4 fraises que vous avez dans une barquette que vous jetez au supermarché, chez nous, elles ne sont pas là. Donc de toute façon, vous allez vous y retrouver. Complètement. Donc en fait, on a des leviers qui font que les quelques pourcents de prix qu'on n'a pas, parce qu'on n'a pas les volumes, les centrales d'achat et compagnie, on va les retrouver ailleurs.
Vous avez un kiosque à journaux qui a été réaménagé à Denfert-Rochereau, par exemple. Oui. Il marche bien, ce kiosque? Vous avez eu des difficultés ou ça y est, ça roule Nous, on est assez contents. En fait, c'est un système qui est assez flexible. Moi, c'est ce que je dis parfois à ma femme. Je dis, imagine si j'avais 10 boutiques, tu me verrais jamais. Il y aurait forcément le matin où il y aurait personne, ou peine de réveil. Ça et l'élevage, oui, je pense que... Tandis que là, c'est quand même hyper appréciable d'avoir vraiment cette flexibilité. Et je pense que, on a pour de bon ici, on a un système de roulotte, de magasin à la ferme et tout. En fait, faut se servir absolument des outils qu'on a pour justement avoir en tête cette contrainte que quand on est sur le terrain, quand on est associé, ça va mieux parce qu'on peut un peu se partager les tâches, mais tout le monde n'a pas cette chance. Et du coup, il faut avoir un peu les épaules sur la tête et se dire on ne peut pas être partout, donc il faut qu'on trouve les bons moyens pour trouver les bonnes solutions. On peut pas, il faut tout parce qu'on ne peut pas faire ça chez moi. Ouais. Moi, je laisse la roulotte ouverte et les gens ils se servent, ils marquent sur un cahier, ils s'en vont, c'est ok. Ouais. Mais distributeur, ça marcherait pas. Voilà, c'est donc à chaque endroit. À chaque endroit, voilà, effectivement. Dans une grande ville comme Puteaux, mais vous avez un petit cahier où les gens marquent des petits messages. J'en ai laissé aussi. Voilà, sur. Il manque des clémentines aujourd'hui. Il y en a une qui était écrasée. Enfin, ils sont exigeants les clients. Oui, ils sont exigeants et c'est normal parce que, si on se met à leur place, on souhaite être bien servi. Absolument. Donc, voilà, c'est pas parce que, en fait, souvent c'est le biais, et on parlait tout à l'heure pourquoi le circuit court n'a pas marché à certains endroits. C'est parce qu'en fait, faut pas être utopiste. C'est pas parce qu'on fait du circuit court qu'on peut faire de la merde. Enfin, désolé de peut-être un peu. Non, mais allons-y cash. Voilà. Ouais. Mais c'est ça. Enfin, si vous faites, moi je prends l'exemple des AMAP, qui sont une super idée. Quand vous donnez aux gens des bleds pendant 6 mois de l'année, à un moment, les gens ils se disent, vous êtes bien gentil avec votre AMAP, mais c'est bon quoi. Mais ce qui vous empêche pas de proposer des légumes de saison en ce moment, c'est chou rouge. Non, mais il faut faire l'effort. Il faut faire l'effort de changer ses pratiques, de se dire on va travailler la patate douce parce que la pomme de terre et le poireau ça suffit pas. Absolument. Donc en fait, nous on a diversifié, on fait du butternut, du potimarron, de la patate douce. Là, on a commencé la betterave rouge sous vide, etc. Voilà, c'est ça. La betterave rouge sous vide. Oui, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que la crue, les gens n'avaient pas le courage de la cuire, donc voilà. Non, mais à un moment, les gens, on va pas changer. On peut un petit peu les orienter, mais on peut pas non plus les transformer, vous voyez. Et Nicolas ? Oui, il faut clairement que les mauvaises habitudes changent. Je pense que surtout les générations actuelles ne savent plus cuisiner. Ne prennent plus le temps de cuisiner. Il faut retrouver ce temps. Et je crois qu'il y a des projets de loi là, qui sont en cours. Et donc, tant mieux. Tant mieux, mais voilà. Soyons des agrimongeurs. J'en profite pour dire bravo. Je trouve que c'est génial l'idée de redonner une seconde vie à ces kiosques à journaux qui sont un peu comme une transmission de la mort du papier du journal par l'Internet, quelque part. C'est vrai. Et redonner ce second souffle, c'est génial. Les emplacements sont top et je trouve que l'idée est géniale. Non, bravo Nicolas, parce que je ne vous imaginais pas aussi jeune en plus. Mais les kiosques à journaux qui font partie du paysage en tout cas de nos grandes villes. Leur redonner une seconde vie comme ça, je trouve que l'histoire est géniale. C'est génial, et 10 points de vente, oh là là. On va continuer à discuter, mais je vais faire venir sur scène maintenant Thierry Ballier, qui vous a écouté avec attention. Je te passe mon micro, Thierry. Je suis sûr que tu as plein de choses à nous dire avec ton œil de l'expert. Présente-toi aussi. Merci, oui. Très intéressant en tout cas comme démonstration d'exemple réussi. Thierry Ballier, donc je suis agriculteur dans le Pas-de-Calais. Je fais de la production avec ma femme et puis mon garçon en conventionnel et en bio. On fait aussi du poireau. Donc le poireau, c'est important. Voilà. Et donc, je suis aussi sur YouTube. J'ai commencé à communiquer en 2013, je ne sais plus ça fait combien d'années, sur YouTube pour expliquer mon métier parce que mon fils avait été harcelé parce qu'il était fils d'agriculteur. Et donc j'ai voulu prendre la parole pour expliquer ce qu'on faisait, nous, en réalité, dans nos activités d'agriculteurs, parce que il y a autant d'agriculture que d'agriculteurs, je pense. Et donc, puis j'ai créé aussi l'application dans les bots, pour essayer de faire justement recevoir les gens. C'est l'application qui vous invite au cœur des fermes, et recevoir les gens pour des visites, mais aussi pour tout ce qui est produits à la ferme, produits fermiers, et avoir une plateforme sur laquelle, en 3 clics, on trouve un endroit où justement on peut avoir un contact avec des agriculteurs et acheter. Voilà. Alors sur les exemples que j'entends, moi ce que je dirais c'est qu'il n'y a pas de modèle parce qu'on en a 3 qui sont différents.
4, pardon. Bon, voilà, on est sur des modèles différents, même si là, ça reste peut-être un petit peu similaire, mais on est sur des façons de faire qui sont différentes. Alors moi, pour avoir fait une expérience de magasin à la ferme qui n'a pas fonctionné, je peux en tirer la conclusion que la situation est un critère très important, le type de produit et l'achalandage. On est resté, nous, uniquement sur des légumes bio de saison. Au bout de 4 mois, on avait fermé. Ah ouais, intéressant. Voilà. Mais il y a aussi une chose que j'ai retenue, c'est que c'est un métier. C'est pas une annexe, c'est pas une partie à côté. Nicolas confirme. Hein, Nicolas si on fait ça de façon anecdotique ou à côté, je pense que c'est voué à l'échec. Il faut arriver à prendre la mesure de l'importance de la chose. Alors, au départ, c'est toujours assez compliqué quand même de s'investir. On ne sait pas comment on fait. Là, l'histoire de la roulotte est assez sympathique de dire, bon, on est parti un peu au hasard et on a réussi, mais les éléments étaient là. Il y a le passage, il y a quelque part la diversité, et puis il y a le côté j'apporte un service. C'est ce que je retiens aussi sur tout à fait, tu as raison, Thierry. Le côté service, c'est les gens... c'est vous qui êtes au service des acheteurs. C'est pas l'acheteur qui est à votre service et qui doit s'adapter à vos horaires, à votre fonctionnement. Et là, en plus, dans les modèles différents, on voit on peut être consommateur et vouloir avoir du produit local et un contact. On peut aussi pouvoir le commander en 2 clics et le recevoir chez soi, ou alors passer avec ses écouteurs après son petit jogging du matin pour aller chercher, je sais pas, son miel, ses œufs, ses légumes. Ouais, voilà, c'est pour faire sa petite omelette juste après. Et on voit que la diversité et les endroits de vente sont différents aussi dans ces modèles-là. Donc, quelque part, ça fait penser que pour toute ferme, il y a certainement une solution adapté. Si on est au fin fond d'un endroit où on ne pourra pas ouvrir un commerce, bah voilà, le côté vente directe, vente, à distance, est certainement plus adapté. Et on doit adapter un peu à sa situation. Alors c'est ce que l'agriculteur doit faire constamment. Il doit s'adapter à son milieu. Mais je pense que c'est là où c'est important, quoi. Dans le réseau danslesbottes.fr, il y a des agriculteurs qui font de la vente directe. Hein. Ah oui, bien sûr. Il y a, là maintenant, on est à 600 agriculteurs inscrits. On lance la deuxième partie de l'activité, c'est essayer de se faire connaître auprès du grand public aussi. Hein. C'est un autre défi. On a beau être présent, avoir les meilleurs produits du monde, il faut quand même avoir du circuit. Donc voilà, c'est un peu la suite des choses. Mais oui, on a des gens qui s'inscrivent et on se rend compte que le côté application, vu qu'on est en mode application, correspond aussi à un besoin. On ne va pas répondre à toutes les attentes et tout le monde ne va pas vouloir, mais je veux dire, un commerce peut être présent, quelqu'un qui fait de la vente, différemment, et même demain, pourquoi pas, la Clayette pourrait être présent dessus, parce que même si c'est en centre-ville, ça reste une vente de produits agricoles. Donc de dire, tiens, à côté de chez moi, j'ai un endroit que je peux trouver sur la carte et qui me dit, tiens, j'ai des produits fermiers, ben, pourquoi pas, c'est une façon de le montrer aussi. Venir investir Paris par un salon de l'agriculture ou par de la vente, c'est pas idiot non plus. Les gens n'ont pas tous le temps de venir dans nos fermes pour venir découvrir. Ça serait l'idéal de pouvoir nous comprendre, mais en tout cas, c'est important d'avoir des points de relais, et pouvoir créer peut-être l'histoire. Alors j'aime bien l'histoire du petit cahier. J'imagine que voilà, c'est pour les doléances. Peut-être qu'il y a des moments aussi, il y a des mots sympas. Oui, il y en a. Il y a beaucoup de mots sympas qui peuvent dire. Et ça permet peut-être de dialoguer quand même si je pense que l'acheteur qui laisse ses oreillettes n'a pas envie forcément de discuter parce qu'il n'a pas le temps, il n'a pas envie. À d'autres moments, il le fera certainement, mais ça correspond vraiment à des habitudes complémentaires, quoi. Eh ben, très bien, très bien. On va en terminer là pour ce forum, puisqu'on se rejoint dans un quart d'heure au Café des Agris avec des questions. Un grand merci Thierry pour ton témoignage personnel et tes sages paroles. Longue vie aussi à danslesbottes.fr. Et puis merci à tous les quatre. Je vous remercierai après le Café des Agris. On peut vous applaudir. Merci beaucoup. À tout à l'heure au Café des Agris avec Hervé Bonnard.